Les facteurs d'appréciation des produits animaux. Entre qualité, confiance et prix, comment choisit-on ces produits ? Une série podcast du LIT Westerel. Nos choix alimentaires répondent à de plus en plus de critères. Bien que l'alimentation soit une question individuelle qui nous permet d'exprimer nos appartenances socio-culturelles, les mangeurs contemporains doivent également prendre en compte les enjeux collectifs de l'alimentation dans leurs critères de choix. Environnement, éthique animale, proximité, saisonnalité, soutien des producteurs, etc. La diversité de l'offre alimentaire tente de répondre aux attentes de plus en plus nombreuses de ces mangeurs. La multiplication des labels de qualité, les étiquetages environnementaux, les indications nutritionnelles comme le Nutri-Score ou encore les applications de scoring alimentaire sont autant de tentatives pour aider le consommateur à faire ses choix, l'informer et le guider. Le rassurer aussi, car le sentiment de confiance est primordial dans la perception de la qualité d'un produit. Alors, dans toute cette profusion d'informations, comment les consommateurs choisissent-ils leurs produits ? Quels sont leurs critères de choix ? Et à quoi reconnaissent-ils des produits de qualité ? Et après plusieurs années de baisse du pouvoir d'achat, et dans le contexte actuel de l'inflation, comment les Français perçoivent-ils la qualité ? Font-ils davantage leur choix en fonction de celle-ci ou du prix ? Dans cette troisième série de podcasts, nous nous intéresserons donc aux critères d'appréciation des produits animaux par les consommateurs et à leurs déterminants de choix. Entre confiance, qualité et prix, comment choisit-on ces produits ? Épisode 4. Le bien-être animal. Un critère de choix ? Le bien-être animal est aujourd'hui au cœur des préoccupations des consommateurs. Et puisque la qualité perçue d'un produit répond aux diverses tendances sociétales, il semble logique que le bien-être animal intervienne dans la perception de la qualité des produits animaux par les consommateurs. Alors, le bien-être animal pourrait-il être un critère de segmentation pour les produits animaux ? Et les consommateurs seraient-ils prêts à mettre plus cher pour un produit qu'ils considèrent comme meilleur pour le bien-être des animaux ? D'ailleurs, c'est quoi pour eux un produit meilleur pour le bien-être des animaux d'élevage ? C'est une bonne question. Car si ces dernières années, des initiatives ont permis de développer des protocoles techniques d'évaluation du bien-être des animaux d'élevage en combinant les apports des différents champs scientifiques, ces outils restent assez éloignés de la prise de décision des consommateurs. Ils permettent en effet de guider les pratiques d'élevage et de faire évoluer les cahiers des charges. Mais permettent-ils vraiment de prendre en considération les attentes des consommateurs en termes de bien-être animal ? Les différences d'approche entre citoyens, professionnels et chercheurs compliquent l'élaboration d'un cadre d'évaluation commun du bien-être animal, qui serait unanimement accepté par les différentes parties prenantes, de l'éleveur au consommateur. Je pense que tout le monde est d'accord. Oui. La plupart des concepts scientifiques tentant de définir ce qu'est le bien-être animal sont souvent considérés comme inadéquats et assez éloignés des conceptions du grand public en matière de bien-être animal. En ce sens, plusieurs études ont démontré que les consommateurs associaient largement le bien-être des animaux d'élevage avec un accès des animaux aux extérieurs, une surface habitable suffisante et la possibilité d'exprimer un comportement naturel. Le respect de la surface du parcours, 2 mètres carrés par poulet. La présence d'un parcours herbeux, donc ce qui est bien le cas ici, on voit qu'on a de l'herbe verte à disposition pour les poulets, et la présence d'arbres. Un autre critère primordial pour les consommateurs est l'accès des animaux à une alimentation saine et adaptée, sans antibiotiques. Lorsqu'on demande en 2017 aux consommateurs européens quelles promesses ils attendent des labels et des certifications, ce dernier point arrive largement en tête avec 70% des votes.
C'est beaucoup plus que les attentes sur le bon abattage des animaux, qui ne récoltent que 54%, suivi par les attentes en termes de traçabilité. Le respect de l'environnement et le fait que les bêtes soient bien transportées sont en revanche peu attendus des labels, moins de 30% pour chaque. Une autre étude montre que, dans l'ensemble, les consommateurs préfèrent des produits prenant en compte le bien-être animal que ceux issus d'un système de production biologique. Mais vous n'êtes pas trop maltraité au moins? En effet, dans cette étude, contrairement à un élevage labellisé bio, la durée de transport des animaux avait une importance pour les consommateurs. Ce dernier critère est à remettre en perspective avec l'importance du local et de l'origine des produits dans la perception de leur qualité. Les recherches menées par Crystalis et son équipe sur les attentes des Européens autour des systèmes de production du porc ont démontré que certains consommateurs s'intéressaient davantage au type de logement des animaux et au type de sol, alors que d'autres accordent plus d'importance aux efforts des agriculteurs pour réduire l'impact environnemental de leur système de production. C'est très chouette. Toujours pour la production porcine, l'équipe de Mewison a constaté que les attributs liés à l'accès à l'extérieur, à l'espace disponible et au type de sol étaient généralement perçus comme plus importants que les interventions humaines comme l'amputation de la queue, la coupe des dents et la castration. Toutes ces recherches ont démontré qu'il existait bien des consommateurs prêts à payer davantage pour de la viande produite avec des porcs élevés en système extensif ou écologique, et cela, même si d'un point de vue sensoriel, ce type de viande est généralement moins bon qu'un produit conventionnel. En effet, l'augmentation de l'activité physique des animaux en système extensif a tendance à donner une viande plus dure et moins tendre. Dans une étude visant à évaluer si l'information sur les pratiques d'élevage affectait le goût des consommateurs et le consentement à payer pour du jambon, des chercheuses démontrent que les consommateurs sont bel et bien influencés par l'information dans leur évaluation sensorielle des produits. Pour cela, elles ont fait goûter 4 types de jambon aux consommateurs. Un issu de l'élevage conventionnel, un autre avec un soin particulier apporté aux truies reproductrices, un autre labellisé bien-être animal général, et un dernier en production bio. Bien que les consommateurs aient trouvé ces 4 jambons similaires lors du test à l'aveugle, ils ont finalement accordé une note plus élevée aux produits biologiques qu'à ceux portant un label bien-être animal lorsqu'ils en avaient l'information. L'option conventionnelle, elle, a obtenu la note la plus basse. Les chercheuses en concluent donc ceci. Les résultats de l'expérience de choix concordent avec l'évaluation hédonique. Les estimations indiquent que les consommateurs sont prêts à payer davantage pour du jambon portant un label général de bien-être animal ou biologique dans la condition d'attente et d'information complète. Par conséquent, l'information concernant le bien-être animal affecte à la fois l'appréciation hédonique des consommateurs et leur consentement à payer pour le jambon. Des conclusions similaires ont été faites par le chercheur Napolitano et son équipe, concernant la volonté à payer pour le yaourt. Après avoir comparé des dégustations à l'aveugle de yaourt et des dégustations avec mention, il s'est avéré que les consommateurs étaient influencés par les informations sur les normes de bien-être des animaux. Alors que certains avaient pu choisir des yaourts avec peu de bien-être animal associé en dégustation à l'aveugle, ils avaient ensuite modifié leurs préférences pour les yaourts avec plus de bien-être lors de la 2e dégustation. Cette étude montre 2 choses. La volonté à payer peut être associée au bien-être animal pour le yaourt, tout comme elle l'est au goût et aux propriétés sensorielles des produits. Par exemple, une volonté à payer plus élevée a été observée pour le saumon élevé dans des conditions de bien-être améliorées. Mais les propriétés sensorielles moins bonnes que sur des produits conventionnels, comme la couleur trop pâle du saumon bio, a diminué cette volonté à payer. Saumon ou saumon? C'est-à-dire qu'on accepte de payer plus, mais tout de même moins que si le produit avait répondu à nos attentes sensorielles, et ici en l'occurrence à nos attentes visuelles.
Ainsi, l'analyse de la volonté à payer des consommateurs nous donne un certain nombre d'informations sur la valeur que les consommateurs accordent au bien-être animal. Cependant, la volonté à payer est souvent surestimée par les consommateurs eux-mêmes, qui souhaitent montrer les meilleures facettes de leur personnalité afin de se faire apprécier des autres. C'est ce que l'on appelle les effets de la désirabilité sociale, qui sont très forts en ce qui concerne le bien-être animal. Une étude menée en 2005 sur des citoyens de l'Union européenne montre que 57% des consommateurs, soit plus de la moitié, déclarent être prêts à payer plus pour des œufs issus de productions plus respectueuses du bien-être animal. Un quart des répondants accepteraient une hausse du prix de 5%, et un dixième serait même prêt à payer 25% de plus. Des résultats à peu près similaires ont été trouvés aux États-Unis sur la même période. Plus récemment, en 2019, des chercheurs italiens ont démontré que seulement 8% des consommateurs, moins d'1 sur 10 donc, ne seraient pas d'accord de payer plus pour des produits issus d'élevages plus respectueux du bien-être des animaux. Je m'en fous, moi! Je m'en fous! Un tiers disait être d'accord de payer 10% de plus. Bon, reste à voir si cette volonté à payer change en temps de crise. Mais ce qui est sûr, c'est que les consommateurs sont en partie prêts à mettre la main au portefeuille pour soutenir des élevages plus respectueux du bien-être animal. Pourtant, la part de marché de ces produits reste faible. La majorité des recherches ont porté sur les effets de la modification de la volonté à payer des consommateurs sur le transport, les systèmes d'abattage ou d'élevage. Les économistes peuvent aujourd'hui calculer la propension à payer en fonction des différents critères de production, pour différents types de produits et pour une population donnée. C'est vous? Puisqu'en effet, toutes ces études ont aussi démontré que la volonté à payer des consommateurs était influencée par les politiques nationales, la connaissance des scandales alimentaires et les différences interculturelles. Par exemple, une étude a montré que les consommateurs de certains pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, étaient plus disposés à payer pour des attributs liés au bien-être animal que leurs voisins espagnols, danois et italiens. Dans un récent article paru dans les cahiers de l'IFIP, intitulé « Comment les consommateurs perçoivent-ils les mentions relatives au bien-être animal au moment de l'achat de produits du porc ?», 4 facteurs de prise en compte du bien-être animal lors de l'achat sont identifiés. D'abord, la connaissance par le consommateur des modes d'élevage et des normes de bien-être animal. Ensuite, leur motivation à utiliser les informations présentes sur l'emballage. Plus les consommateurs sont disposés à utiliser les informations disponibles, plus ils feront des efforts pour décrypter les emballages et ensuite faire leur choix. La confiance envers les labels, les appellations d'origine, de qualité et autres mentions valorisantes joue également un rôle. Et enfin, l'habitude. C'est-à-dire les routines liées au consommateur, mais également à ses lieux d'achat, son équipement de cuisine, ses compétences, etc. D'après cet article, ce sont les déterminants les plus robustes et les plus compliqués à changer. Cinq profils de consommateurs ont ensuite été construits en fonction de leur prise en compte, ou non, du bien-être animal lors de leur achat de viande. Il y aurait donc les engagés, ceux qui choisissent rapidement à l'instinct sans lire les détails. Ils achètent fréquemment des produits labellisés. C'est ce que tu voulais, c'est ce que tes tripes, ton instinct voulait. Les confiants, qui achètent des produits qu'ils pensent garants du bien-être animal. Ils gardent la vision d'un élevage traditionnel et accordent leur confiance à l'éleveur. C'est un homme de confiance, parfaitement honnête. Les contraints, qui ont conscience de ne pas acheter des produits qui promeuvent le bien-être animal, mais disent être freinés par le prix et la très faible visibilité de l'offre. De toute façon, j'ai pas le choix.
les méfiants, qui doutent des labels et logos en général, mais accordent une grande confiance à l'origine. Ils privilégient les attributs prix et qualité et cherchent un bon rapport entre les deux. Je me méfie de tout le monde, même moi. J'aimerais mieux pas savoir où je vais. Enfin, les indifférents, qui ne sont pas intéressés par la question de l'élevage et supposent que les animaux sont correctement élevés. Ils privilégient en premier les attributs prix, praticité, date de péremption et goût. Oh, vous savez, dans la vie, il y a des moments où plus rien n'a d'importance. Tout est indifférent. On n'a plus rien à perdre ni à gagner. En moyenne, la santé, le plaisir de manger et la salubrité sont des considérations plus importantes que le bien-être animal dans les intentions de consommation de volailles et de porcs. Mais afin de donner aux consommateurs le choix entre différents niveaux de production, des labels bien-être animal ont été développés. Ces options sont destinées à servir de produits intermédiaires entre les produits conventionnels et les options biologiques, plus coûteuses, qui sont souvent associées à des normes élevées de bien-être animal. Pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs, il serait donc intéressant de creuser leurs différents profils face aux produits bien-être animal. Merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, nous recevrons Laurent Pasquier, cofondateur de la marque C'est qui le patron, la marque du consommateur. Il reviendra sur les attentes des consommateurs aujourd'hui et comment C'est qui le patron tente d'y répondre au mieux.